Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve à nouveau devant le PET 2001N, qui n'est pas un vrai 2001 mais un 2001N, donc un tout petit peu postérieur à celui d'origine, parce que la dernière fois que nous avons vu cette machine, elle avait un clavier complètement défectueux, et d'ailleurs on n'a toujours pas les touches S et quelques autres touches, donc ça nous interdit de démarrer quelques logiciels et quelques jeux. Donc j'ai réussi à trouver ceci qui est une peinture à l'argent qui permet de réparer les télécommandes et qui devrait normalement aller très bien pour réparer ce clavier. Il n'y en a qu'un gramme, j'espère que ça suffira. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre chaque petite pastille qui est sous chaque touche avec cette peinture argent, pour essayer de leur faire marcher correctement, qu'on ne soit pas obligé d'enfoncer les touches fortement comme celle-ci qui ne veut pas s'enregistrer, voilà, et avoir un clavier vraiment fonctionnel. On en profitera aussi pour compléter un petit peu l'histoire qui était pas tout à fait finie la dernière fois par manque de temps, et par essayer plus de choses sur ce lecteur, et on verra aussi comment créer des disquettes, parce que cette partie était manquante. Donc, sans plus attendre, approchons-nous de la machine pour extraire le clavier et s'attaquer à sa remise en état. Donc, pour enlever le clavier sur ce PET, on a 12 vis. On en a 6 de chaque côté. 6 de ce côté-là. Et on en a encore 6 qui sont derrière, là, qui retiennent bien ce clavier. Donc moi ce que je fais, c'est que je les enlève toutes sauf les deux du milieu. Comme ça le clavier tombe pas, et ensuite je finis de l'enlever. D'enlever les vis en le soutenant. Donc je vais continuer à enlever ces vis et je vous retrouve avec le clavier sur la table. Donc maintenant que le clavier est sur la table, pour le démonter, déjà il y a une première chose, c'est qu'il y a l'interrupteur ici qui est le caps lock qu'il faut dessouder. Moi ce que j'aime pas faire, c'est le dessouder ici, parce que l'interrupteur qui est dessous, il apprécie pas forcément la température. Donc je vais plutôt dessouder les fils de l'autre côté. Donc il se trouve ici et ici. Donc on va prendre le fil et on va le chauffer un tout petit peu. Voilà, qui est fait. Et on va faire la même chose pour le deuxième. Voilà. Et comme ça, c'est dessoudé très simplement et sans abîmer l'interrupteur. Alors ensuite, pour démonter ce clavier, on a pas mal de petites vis. Mais ce que Commodore a fait, c'est qu'ils ont mis des vis qui ne sont pas des cruciformes, ce sont des vis plates. Donc c'est un petit peu la plaie à les enlever. Voilà. Une fois toutes ces vis enlevées, on va renlever le scotch que j'avais mis pour tenir le fil. Et on peut soulever la plaque en passant les fils par les trous. Et nous avons donc le PCB que j'avais tout nettoyé et que j'avais réparé ici. Mais il est propre, il est bien. On va s'intéresser aux touches qui sont dessous, à tous les petits contacts ici. Donc on va pouvoir maintenant s'intéresser à ouvrir ça pour l'appliquer sur le clavier. Alors comment ça s'ouvre?
comme ceci. On va tout sortir de dedans. Donc on a une petite bouteille qui n'a pas l'air très mélangée, donc il va falloir que je la mélange. Je sais encore pas trop comment, parce qu'elle a l'air d'être pas mal séparée avec l'argent dans le fond. Et après on a pas mal de petits différents ustensiles. Ça c'est très fin. On a une petite brossette. Je pense que je vais utiliser un de ceux-là. Ouais, ils sont identiques, hein, donc je pense que je vais utiliser ça. Ça devrait bien aller pour passer sur les touches. Donc, allez, je vais prendre, je pense, on va essayer d'ouvrir ça. Voilà. On va essayer de mélanger un peu. Je pense que c'est pas mal. J'en ai déjà perdu une partie de mon gramme. On va peindre un petit peu avec. C'est un petit peu trop dur comme pinceau. Je vais prendre l'autre. Le but étant d'enlever tout ce qu'il y a sur celui-ci. En fait, ce premier pinceau, rien que de l'avoir trempé dedans, ça va me faire une grande partie du clavier. Bon, commence à ne plus avoir beaucoup de produits quand même. Voilà, je pense qu'il est vide. On va le laisser là et on va prendre un autre. C'est pas très mélangé, hein. Tant que je suis en train de peindre ce clavier, on peut en profiter pour voir un petit peu les différents modèles de PET. Parce que celui-ci est un modèle de 1979, donc c'est un 2001N. Mais avant le N, il y a eu le 2001 tout court. Donc voici un petit tableau qui récapitule tous les modèles de PET en 40 colonnes avec leurs fonctionnalités, donc leurs différents types d'écran. On a du 9 pouces et du 12 pouces, ainsi que leur capacité à faire du son ou non. Et si on regarde maintenant dans les 80 colonnes, donc comme le PET 8032 qui est à côté, ils ont équipé les machines d'un buzzer, donc avec un semblant de son. Le 8032 qui est à côté, d'ailleurs, est équipé d'un tout petit piezo qui lui permet de faire quelques sons. Cet ajout du son par Commodore est suite à ce que des utilisateurs avaient fait. En fait, ils avaient branché un système de son sur le port utilisateur de ces machines. Donc Commodore a décidé de l'inclure par défaut dans les PET. Et voilà un clavier de pain. J'espère que ça fonctionnera bien. Je m'en mets un petit coup. Certaines touches qu'on en a trop ou pas assez.
Donc voilà, on va laisser sécher une dizaine de minutes et on verra ce que ça donne après. J'ai profité du peu de soleil qu'il y avait pour le faire sécher au soleil parce que sur le mode d'emploi, ils disent qu'il faut le mettre sous une lampe. Mais bon, des lampes à incandescence, je n'ai plus ça. Donc le soleil, ça a fait son travail, c'est sec, ça ne colle pas. Donc on va remettre le PCB dessus. Je vais remettre moi toutes les vis, quoi, ou au moins une grande partie des vis. Et on va tester le clavier avant de le ressouder, avant de le remonter, voir si c'est mieux. Et si c'est pas mieux, ben, je vais quand même manquer d'idées pour le faire fonctionner. Mais on croise les doigts, ça devrait aller nickel. Donc je remets les vis et on teste ça. Donc j'ai rebranché le clavier sans fermer le pet. D'ailleurs j'ai mis des tournevis sur le côté pour que ça ne me pince pas ma nappe. J'ai encore pas remis toutes les vis, il en reste encore beaucoup à côté ici. Mais on va démarrer le pet et on va tester si ce clavier fonctionne mieux. Donc approchons-nous de l'écran déjà. Le pet est démarré, alors c'est le suspense. J'ai envie de commencer par une touche. C'est la touche B to begin. Oh, ben voilà, la touche S qui ne fonctionnait pas. À peine j'effleure les touches que tout ça fonctionne. C'est pas beau. Donc je vais finir de remonter ce clavier dans le pet et on va pouvoir passer à la suite. Puisque on a maintenant un clavier fonctionnel, on va retourner sur les disquettes et puis réessayer des jeux. Mais pour ce faire, je vais vous montrer d'abord comment je fais les disquettes. Donc on va monter avec le lecteur pas loin de mon PC et on va utiliser un petit appareil qui s'appelle un Zoom Floppy. Vous allez voir, on va créer des disquettes ou du moins essayer de mettre des fichiers sur une disquette et de copier un D64. Donc allons faire une disquette et retrouvons-nous après devant ce pet tout remonté. Pour faire des disquettes pour le pet, eh bien j'utilise tout simplement son lecteur. On peut aussi utiliser un 1541 pour C64, mais son lecteur, au moins ça m'assure qu'il va relire les disquettes de la même façon que je les ai écrites. Et donc pour brancher ce lecteur sur mon PC, j'emploie un petit appareil qui s'appelle un Zoom Floppy. Donc comme vous le voyez, il a une prise i3E 488 qui permet de raccorder ce lecteur 4040, mais il peut aussi se brancher avec la petite DIN en façade sur un 1541 de Commodore 64. Et donc on le branche en USB sur le PC et on va pouvoir avec un logiciel sur un Windows utiliser ce boîtier pour écrire des disquettes, lire des disquettes, formater des disquettes, en fait envoyer toutes les commandes qui vont bien avec, à ce lecteur de disquettes. On pourrait penser qu'avec ce genre de carte i3E 488 pour PC sur bus ISA, on pourrait brancher ce lecteur, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est pas le cas parce que même si la connectique est la même, la communication qu'utilise Commodore avec son i3E 488 est complètement propriétaire. C'est du Commodore qui circule sur le câble, tandis que ces cartes-là, même pour PC, il y a plusieurs protocoles, il y a plusieurs systèmes de communication. Certaines cartes ont des puces en plus pour gérer plus de choses au niveau protocole. Voilà, donc on va passer sur le PC, puis je vais écrire je vais mettre une disquette vierge et on va écrire une nouvelle disquette. Nous sommes maintenant sur le PC, donc je suis passé sous Windows parce que Zoom Floppy ne fonctionne qu'avec Windows. C'est compliqué d'installer les drivers qu'il faut pour ce Zoom Floppy sur un Linux récent, sachant qu'ils sont assez anciens. Donc sur Windows, on a un outil intéressant qui s'appelle CBM Transfer. Donc je vais le lancer et d'ores et déjà, vous pouvez voir qu'il a découvert mon 4040 sur le port 8. Et donc ça fonctionne. On peut même demander le directory de la disquette.
Et on a le contenu de la disquette que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans un dossier où j'ai des jeux et ajouter d'autres jeux sur la disquette. J'avais celui-là, celui-là et celui-là par exemple. Voilà. Et on les recopie tout simplement comme ça sur la disquette. C'est tellement simple. Et il y a beaucoup de place sur une disquette pour des programmes de PET, donc pas de souci pour faire tenir plein de choses. Voilà, et nos logiciels sont tous dans la disquette et il reste encore 432 blocs de libre. Donc je vais changer de disquette et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire directement une image de disquette sur la disquette. Donc maintenant, ce qu'on peut faire aussi, que j'ai changé la disquette, c'est qu'on peut écrire une image de disquette. Donc on va prendre ce fichier et on va le transférer et il va détecter que c'est une image disque, un D64. Donc il va écrire la disquette. Ou pas. Malheureusement, le Zoom Floppy n'a pas les outils pour écrire sur le 4040 des images de disquette. Ça ne fonctionne pas. J'ai regardé un peu sur le net et non, il n'y a pas moyen. Donc j'ai sorti le 1541 que j'ai branché donc sur la prise à l'avant du Zoom Floppy. Et lui, il devrait être capable. Donc je vais mettre une disquette dedans. Et on devrait normalement pouvoir écrire un D64 avec ce lecteur-là. Donc maintenant qu'on a le 1541 qui est bien reconnu dans le logiciel, eh bien cette fois ça devrait marcher. On devrait pouvoir l'écrire cette disquette. Donc allons-y. Voilà, ça se passe quand même vraiment mieux que tout à l'heure. On voit comme il écrit les secteurs pas dans l'ordre. En fait, à chaque révolution, il écrit quelques secteurs qui ne sont pas contigus pour réussir à écrire toute la piste. Et on a le contenu de notre disquette qui est écrit. Donc on va pouvoir aller regarder sur le PET ce que ça donne cette disquette aussi. Mais on peut aussi utiliser, puisqu'on a le 1541 de branché après le Zoom Floppy, on peut l'utiliser aussi pour écrire des disquettes de Commodore 64. Et là c'est pratique aussi, parce qu'on peut mettre les D64 directement sur la disquette comme ça avec son PC et utiliser la disquette après dans le C64. La disquette est dans le PET et j'ai pu sans problème charger le catalogue. C'est quand même un plaisir d'avoir un clavier qui fonctionne. Donc on va pouvoir charger Space Invader. Non, justement. Hop. Non. Non. On va faire Space Étoile 0,8. Et c'est chargé, il n'y a plus qu'à le lancer. Et voilà, on est arrivé au même point que la dernière fois. Je vais approcher la caméra, puis comme ça, on va pouvoir voir un tout petit peu plus près ce jeu. Alors, cette fois, on va faire B2 Begin. Oh, ça commence brutalement.
Ah, je prends... Oh. Faut que je les descende avant que ça n'accélère trop. Sympa quand même sur le pet ce jeu. Pas mal. Oh, ça devient trop dur là. J'arrive plus à les avoir. Plus qu'un. Oui. Et j'ai passé le niveau. Oh là là, ça pleut. C'est quand même pratique hein, d'avoir un clavier qui fonctionne. Oh tonnerre. J'appuie sur espace, ça fait espace, ça tire. Mes touches de direction vont très bien aussi. Donc, on a un pet qui fonctionne. J'ai plus qu'à changer le PIA qui est encore défectueux. Il faudrait peut-être que je m'inquiète de descendre ces deux rangées là. Ah. Il canarde beaucoup, hein. Mais c'est bien fait, hein, pour un jeu avec des caractères. Ah. Je crois que je vais perdre. Je vais pas passer ce tableau-là. Il m'en reste 12. 11. Oh, bah, il y a beaucoup de... Non, je ne serai pas un grand vainqueur à ce jeu. Hein. Ça, c'est pas possible. Non! Trop dur de tirer au bon moment. Eh ben non, j'ai perdu. Il va m'avoir. Donc voilà, ça c'était Space Invader. J'ai encore pas mal de jeux sur cette disquette, mais je les connais pas bien. Donc je vais pas continuer de jouer sur cette machine. Si vous connaissez des bons jeux sur le PET, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que moi, c'est une machine qui est aussi vieille que moi. Donc je ne l'ai pas connue à l'époque. Je la découvre. Ceci est un PET 2001 maintenant entièrement fonctionnel. Donc il partira en expo puisque dans quelques temps, le 9 octobre, nous serons en exposition à Ferney-Voltaire et ce sera une exposition Commodore. Donc cette machine, ce PET maintenant fonctionnel, sera la première machine justement de l'exposition. Mais on aura aussi le 2001, le vrai, le premier avec son petit clavier et son écran noir et blanc. Mais on aura plein d'autres machines Commodore. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Je vous dis, moi, portez-vous bien et à très bientôt.